association citoyenne. Il y a un petit rêve bleu d'un grand nombre de territoires ruraux qui est d'accueillir des télétravailleurs, en l'occurrence. Et voilà, l'association nationale Lise à la barrière de l'ANPP, Association nationale des pôles et donc des pays. Donc il y a eu un gros travail de fait sur une étude télétravail, optée pour le télétravail, dont on souhaitait effectivement porter témoignage aujourd'hui, et gros travail que tu as personnellement mené en l'occurrence, avec l'ensemble de l'équipe de l'ANPP. On salue effectivement Josiane Corneloup, présidente de l'ANPP. Voilà, je te laisse nous raconter quelles sont, peut-être un peu schématiquement, les clés pour être un territoire qui peut développer le télétravail. Alors, je veux bien partager mon écran si c'est possible. Je n'arrive pas. Oui, je vais te donner les autorisations normalement. Donc, pour commencer, j'ai un petit mot de ma présidente, donc je vais partager sa petite vidéo. Ça marche. Voilà, normalement, tu as la main. On parlait avec vous. Dites-moi si vous entendez bien. Bonjour à toutes et à tous. Avec regret pour être parmi vous, j'ai souhaité vous transmettre cette petite vidéo pour soutenir vos travaux et remercier Ruralitique de cette nouvelle édition. La crise sanitaire a modifié pour un grand nombre de Français durablement et structurellement la façon de travailler, mais aussi la façon d'habiter les territoires. Beaucoup se sont réinterrogés sur le sens de leur travail, mais aussi sur leur lieu de vie. Ces 2 années passées ont connu un véritable bouleversement des pratiques managériales, mais aussi des aspirations, voire des exigences des salariés quant à leurs conditions de travail et au-delà. Il y a un souhait majeur d'un grand nombre de Français d'avoir une résidence qui soit à proximité de leur lieu de travail, de bénéficier de davantage d'espace, de plus de quiétude, de plus de verdure. Et cela se traduit dans les faits, puisque depuis 2021, eh bien, nous voyons un nombre de transactions immobilières s'accroître. Ceci a été bien évidemment boosté par des taux d'intérêt faibles, qui sont encore faibles aujourd'hui. Et on le voit, le marché des transactions est encore un marché qui est soutenu. L'ANPP Territoire de Projet avait tout à fait identifié ce sujet. Elle avait était parfaitement consciente de la mutation qui était en train de s'opérer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité conduire des travaux concernant les enjeux liés à l'essor du télétravail, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. Et je vais laisser la parole à notre chargée de mission, Lise à la barrière, qui elle a été en charge de ce dossier. Elle va vous traduire le contenu et également tous les enjeux identifiés quant à la politique d'accompagnement que nous avons imaginée vis-à-vis des néo-télétravailleurs. Donc Lisa, je vais vous laisser la parole. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de bons travaux et vous dire combien j'aurai plaisir à vous retrouver très vite. Merci. On s'y croirait. Merci Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Du coup, merci à vous, merci à Ruralitique du coup de nous laisser la parole pour présenter ce projet. Du coup, je vais vous parler du projet opté. Si ça ne vous embête pas, je vais laisser la présentation comme ça, sinon je n'ai pas accès à mes notes. Ça marche. Désolée. Le constat de ce projet Opté Télétravail, opportunité pour les territoires ruraux, c'était la première idée, ça a été à la toute fin, non, au début de la fin de la crise du Covid. On ne va pas dire qu'on en est sorti tout à fait. Il y a eu une explosion dans la presse des sujets sur l'exode urbain, une explosion médiatique sur ce sujet. On a eu l'impression qu'il allait vite se vider, que Paris allait se vider complètement au profit des territoires ruraux. On a bien vu aujourd'hui que ce n'était pas le cas. On sait aujourd'hui que c'est pas si simple, mais il y a tout de même, comme disait la présidente tout à l'heure, il y a des nouveaux mouvements, de nouveaux modes d'habiter dans les territoires. Notre constat, ça a été, à la suite du Covid, de se demander,
avec ces nouvelles façons de travailler, déjà où est-ce qu'on en était. On n'avait pas la prétention de faire un travail de recherche à ce sujet sur comment ça se passe dans les territoires, mais notre idée c'était plutôt de s'entourer de personnes qui avaient peut-être les biais autour de nous et d'apporter aux territoires, que ce soit des territoires de projet comme les nôtres, les pays PETR, ou des communes, des EPCI, des PNR, tous les territoires qui peuvent être concernés, de se demander comment ils pouvaient eux se servir de cette nouvelle opportunité, est-ce que c'était déjà une opportunité pour eux et comment ils pouvaient s'en saisir. Je m'appuie juste 2 minutes pour parler un petit peu du constat et de ce qui se passe dans les territoires. Je m'appuie sur une étude du POPSU. Il y a des travaux qui ont été menés et en gros, il y a plutôt des signaux faibles qui ont été observés. On n'est pas sur un exode massif, comme je disais tout à l'heure, mais ces signaux faibles ils viennent renforcer et accélérer des phénomènes qui étaient déjà présents dans les territoires sur des processus de périurbanisation, mais qui aujourd'hui ont tendance a priori à s'étendre à un territoire plus large autour de la ville, notamment autour de la ville moyenne, et de renforcer une attractivité sur des espaces de villégiature au cœur des circulations résidentielles, plutôt sur des petites communes. L'étude POPSU, elle a profilé, je ne sais pas si je le mot, des profils de nouveaux arrivants dans les territoires qui sont assez diversifiés, mais en gros, ils ont spécifié 3 types qui ressortent particulièrement dans leur étude. C'est des ménages de classe supérieure en télétravail qui sont très mobiles, qui s'installent du coup en grande périphérie des villes moyennes. Des ménages intermédiaires en télétravail qui font faire la navette quelques jours par semaine et surtout sur des vecteurs un petit peu comme ce qu'on connaît déjà de périurbanisation. Et aussi ensuite des néo-ruraux qui cherchent à changer de vie, notamment avec, souvent c'est une personne du ménage qui est en reconversion professionnelle. Ça c'est quelque chose qu'on observe pas mal. Et nous, pour suivre ça, sur nos travaux à nous, sur le travaux optés, la question qui nous a habité, c'était de savoir comment les politiques publiques elles doivent répondre à ces enjeux, comment les territoires peuvent se saisir de ce sujet, comme je disais tout à l'heure. Le projet opté, il avait pour ambition de se faire une synthèse exhaustive des enjeux autour du développement du télétravail dans les territoires à dominante rurale et périurbain, d'apporter des éclairages concrets sur l'accompagnement du télétravail pour les acteurs du territoire et les aider à répondre aux questions suivantes. Comment évaluer le potentiel d'accueil de mon territoire? Quels sont les atouts? Quelles sont les faiblesses? Et en tant que facilitateur, en tant que collectivité, en tant que territoire de projet, quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ce développement? Est-ce qu'il y a des leviers? Notre projet, du coup, il s'est passé en 2 temps. On a d'abord élaboré un guide en partenariat avec des partenaires, avec plusieurs partenaires, notamment Mon Territoire Numérique, sur les sujets du numérique. On a fait une présentation de nos travaux et plus largement du sujet grâce à un webinaire qui s'est tenu à la fin juin, le 23 juin, dont on peut tout à fait le revoir aujourd'hui. Il est en dispo en ligne sur notre site et sur YouTube. Et le travail que je fais aujourd'hui, en fait, de promouvoir le guide et de le faire continuer à vivre au moins jusqu'à la fin de l'année et peut-être ensuite, dans d'autres instances. Alors, pour parler un petit peu plus en détail de ce qu'il y a dans le guide, le projet c'était, comme je vous disais, de faire un guide qui recouvrait les enjeux du télétravail. L'idée c'était de recouvrir l'ensemble au sens large des enjeux qui peuvent être liés à la question du développement du télétravail. Notre idée, du coup, sur les thématiques que vous voyez affichées, qui sont un peu différentes. Il y a une différence entre financement juridique ou numérique, pour des raisons que vous pouvez imaginer. L'idée c'était à la fois d'apporter des préconisations, des pistes et des idées, de présenter des projets emblématiques qui peuvent permettre de s'inspirer, et des éléments à la fois, en plus de ces pistes et de ces idées pour commencer à réfléchir, pour avancer la réflexion, c'était d'amener aussi des éléments très pratiques. Il y a toute une série d'appels à projets, de financements qui sont disponibles, des outils très concrets
sur les différentes fiches. Pour parler un petit peu plus du sujet qui nous intéresse ici, pour parler des enjeux du numérique sur lesquels nous avons travaillé avec mon territoire numérique et commercial Sébastien pour son travail, on a voulu se saisir d'un double enjeu sur cette question du numérique. L'idée, c'était de présenter le numérique et ses outils au service des travailleurs, le haut débit, l'équipement, la compétence, comment il y a des nouveaux outils de coopération, de construction en ligne qui peuvent servir à l'émergence du télétravail. Comment cette compétence de télétravail, elle peut être liée à un enjeu d'infusion numérique qui peut être porté par un territoire de projet. Et ensuite, il y avait l'autre enjeu de la mise en valeur du territoire, avec notamment la présence en ligne d'outils à destination des habitants. Le serviciel, aujourd'hui, on le sait, a une importance majeure pour les habitants, et sa présence en ligne est largement facilitatrice. Et on a aussi avancé le fait que la modernité des services, leur clarté, leur facilité d'accès sont des arguments à l'installation du ménage. C'est des facilitateurs assez importants pour déjà prendre connaissance de ce qui se passe, de ce qu'il y a sur le territoire, qu'est-ce qui peut m'être utile sur le territoire dans lequel je vais peut-être m'installer, au-delà des autres critères d'attractivité qui peuvent exister. Et on a aussi une fiche sur l'attractivité qui peut être aussi intéressante, si vous avez envie de découvrir le guide. Ensuite, il y a la présence numérique du territoire, ça peut être un peu ce que je vais commencer à dire sur les attractivités, la différenciation territoriale. La mise en valeur du territoire, elle passe aujourd'hui beaucoup par la présence en ligne, comme je disais tout à l'heure, après avoir défini quel type de population je veux, moi, adapter en tant que territoire sur mon territoire. Qu'est-ce que je mets en valeur sur mon territoire, sur ma présence en ligne pour attirer, pour faire valoir mes aménités spécifiques. Ensuite, du coup, sur le numérique comme un pilier d'une dynamique de vivre ensemble et de lien, et je pense que c'est peut-être quelque chose que vous évoquez dans notre journée de travaux, le numérique, le vivre ensemble et le lien, c'est quelque chose qui est particulièrement recherché, sans parler d'une vision bucolique de la ruralité, où on se retrouve dans un petit village, etc. On peut quand même avancer que cette question de la communauté et du lien et de habiter son territoire et pas seulement d'y dormir, c'est quelque chose qui est très très important pour les gens qui cherchent à changer de vie, clairement. Et la présence numérique pour les habitants et les habitants, elle peut être un levier pour cette idée-là. On peut faire passer des outils de démocratie participative, de l'information. On peut créer une communauté, notamment grâce au numérique sur les territoires. Il y a plusieurs exemples qui peuvent nous montrer, et qui sont très très bien dit dans les fiches. Il y a les questions des tiers-lieux aussi, qui est très important, dont on parle dans le guide. Voilà, à peu près sur l'animation des tiers-lieux, sur la présence d'un concierge notamment, et ça peut faire toute la différence. Et bien sûr, tout le tiers-lieu, c'est très lié aux questions du numérique. Je vais à peu près terminer sur cette question du numérique et des stratégies d'accueil pour les travailleurs. Je vous laisse découvrir la fiche un petit peu plus en détail si c'est quelque chose qui vous fait envie. Et je vous invite à découvrir le guide. Il est disponible sur notre site internet. Je pense qu'on le trouve assez facilement. Quelques clics. J'ai essayé de mettre un QR code, ça a été un échec cuisant. Donc, je vous invite à taper les 4 lettres anpp.fr. Oui, on va trouver centaines, d'autant qu'il est également disponible sur le site de Ruralitique. Cyril Cotona, on a ici un travail qui est réalisé par cet échelon de mutualisation par nature et de projets par nature que sont les pays et les PETR. La Devèze-Rivière est dans un pays ou dans un PETR? Oui, absolument. On est dans le PETR pays du Val d'Adour. Ouais. Il est particulier parce qu'il regroupe 3 départements. Donc, il y a 4 communautés de communes. Donc, 3 départements. Gers, Haute-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, ceux qui connaissent. Et donc 2 régions. Pour faire simple. Voilà, Occitanie et Aquitaine. Non, parce que c'est le bassin de vie, finalement,
qui compte. Et ces communes ont toujours fonctionné ensemble. Finalement, les administrés de nos villages vont travailler dans ces centres-bourgs, voire un peu plus loin, c'est en gros la préfecture des Hautes-Pyrénées, puisque c'est finalement ce bassin de vie qui est le nôtre, et non pas un bassin de vie, comme on pourrait croire, sur la préfecture du Gers, qui est beaucoup plus loin. Et historiquement, ces communes du sud du département du Gers, ou étaient tournées donc vers les Hautes-Pyrénées, ou pour les autres, plus à l'est, vers les Landes. Donc ce pays, Val-d'Adour, a été construit vraiment en prenant en compte le bassin de vie. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous et vos collègues élus des territoires qui sont compris dans ce pays utilisent suffisamment cette capacité de portage de projets Absolument. Déjà, on a une chance parce que les centres-bourgs, donc les communes de centralité du pays Val-d'Adour, sont toutes petites villes de demain. D'accord. Avec une particularité sur notre intercommunalité, puisque notre communauté de communes compte 30 communes, 7500 habitants. Alors, grosso modo, les deux communes en limite de cette communauté de communes, c'est 30 km. Donc ça va de 40 habitants, c'est une réalité, jusqu'à 1500 habitants. Et pour la petite histoire, je l'avais dit hier, Marciac, à l'année, c'est 1300 habitants et 200 000 visiteurs sur les 15 jours du festival. Bon. Et la particularité, notamment sur la communauté de communes, c'est d'avoir, sur ce pays, donc plutôt sur ce pays, d'avoir mutualisé, justement avec en recherche de postes de chefs de projet qui auront donc pour rôle d'accompagner donc, sur les petites villes de demain, sur l'ensemble des 5 centres-bourgs qui ont été labellisés, ce qui n'est pas mal du tout. Alors effectivement, on travaille. Aujourd'hui, on a mis en place, et on est en train de le réviser, un schéma de cohérence territoriale, donc c'est plus lié à l'urbanisme, qui également a chapeauté l'ensemble du territoire. Donc, on arrive et on voit qu'en travaillant ensemble, on arrive à faire émerger des projets et à répondre finalement, parce que la question c'est de répondre aux attentes de nos administrés et de rendre attractifs nos territoires pour faire venir de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Merci. À présent, vous avez le guide de la NPP pour faire venir des télétravailleurs, enfin mettre en place les conditions d'accueil des télétravailleurs. Merci beaucoup Lisa Labarrière. À très très bientôt avec la NPP. Je te rends ta liberté. Merci à vous, très bons travaux. Au revoir. Merci.